J'accueille Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marine Le Pen, vous êtes avocate, députée européen, conseiller régional d'Île-de-France et vice-présidente du Front National. Vous publiez aux éditions Grancher une autobiographie intitulée « À contre-flot ». Alors vous racontez votre vie et d'abord comment vous avez découvert que votre père faisait de la politique. Toussaint 1976, vous avez 8 ans, une bombe explose en pleine nuit dans l'immeuble où vous vivez avec vos parents et vos 2 sœurs. Vous dites 20 kilos de dynamite ont éventré l'immeuble et l'ont transformé en maison de poupée. Oui, effectivement, c'était le plus gros attentat depuis la guerre. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte des dégâts que peuvent faire 20 kilos de dynamite. L'immeuble a été intégralement éventré et un certain nombre de personnes avaient pris le risque, manifestement, pour tuer une seule, de mettre en péril la vie de dizaines de familles, des familles qui vivaient dans cet immeuble et évidemment de la nôtre. Oui. Alors il n'y a pas eu de mort, hein? Non, et ils ont titré d'ailleurs, les journaux ont titré « Le miracle de la Toussaint », parce qu'il y a un petit garçon d'1 an qui a été projeté du 5e étage et qui a atterri dans la cour, qui n'a eu qu'un bras cassé. Ouais. De l'intérêt d'avoir un ange gardien efficace. Celui que votre père appelle le mutant. C'est ça, et qui a eu son brevet de parachutisme à 1 an, du coup. Alors là, vous réalisez d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, que votre père est connu et qu'on lui en veut. Oui, je me rends compte que je suis la fille d'un homme qu'on cherche à tuer. Et l'idée de la mort, eh bien, rentre brutalement et j'arrive dans la vie politique, j'allais dire, par la face la plus difficile, la plus violente, la plus abrupte. Alors les poseurs de bombes n'ont jamais été retrouvés? Jamais. Ont-ils été même recherchés? C'est vrai que lorsque cet attentat a eu lieu, il n'y a pas eu de cellule psychologique, aucun élu quasiment ne s'est déplacé à part un conseiller municipal. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment cherché les responsables de cet attentat. Est-ce que vous avez des doutes ou est-ce que votre père a des doutes sur les poseurs de bombes? Non, pas particulièrement. On n'a jamais eu aucun élément précis, ni vague d'ailleurs. Ouais. Alors votre famille à ce moment-là est hébergée chez Jean-Marie Le Chevalier, puis dans la maison léguée à votre père par l'industriel Hubert Lambert, des ciments Lambert. Alors vous êtes au 1er étage, car les cousins des Lambert habitent au rez-de-chaussée. Et c'est un bras de fer juridique qui commence entre vous et les cousins des Lambert, qui s'estiment dépossédés en fait. C'est-à-dire que Hubert Lambert avait fait un testament à mon père pour une raison simple d'ailleurs, et en même temps très honorable. Il lui avait dit, voilà Jean-Marie, moi je veux que tu sois libre. Voilà, je veux que tu sois libre, et pour que tu sois libre de faire de la politique, pour que tu ne dépendes de personne, pour que tu ne sois pas soumis aux pressions, il faut que tu aies la liberté financière de faire de la politique. Sauf que Hubert Lambert était plus jeune que mon père. Par conséquent, mon père a pris le testament, l'a mis dans un tiroir et l'a oublié. Bon. Et les cousins n'étaient pas informés de ce testament, et c'est vrai que la lutte juridique a été assez sévère, il faut le dire. On a accusé votre père d'avoir extorqué l'héritage Lambert. Les cousins l'ont accusé. En réalité, ils ont admis d'ailleurs au fil de la procédure et à la fin de la procédure qu'en réalité, effectivement, ce testament était parfaitement justifié et que Jean-Marie Le Pen pouvait rentrer dans ses droits. Alors, quelques années plus tard, un ancien du FN, dénommé Jean-Marie Demarquet, accusera votre père, Jean-Marie Le Pen, d'avoir poussé Lambert à boire pour le tuer et pour hériter. Oui, il a été condamné très durement d'ailleurs pour avoir tenu ces diffamations, puisqu'il a même été radié de l'ordre des médecins. Bon, il était un ami indélicat à qui Jean-Marie Le Pen n'avait pas donné ce qu'il voulait. Il voulait un mandat. Il lui a dit non, il s'est vengé comme ça. C'est un des aspects de la vie politique qui est extrêmement difficile. Et c'est vrai que l'accumulation, si vous voulez, de ces campagnes a transformé un peu ma vie en un tapis de bombes, quoi. Ouais. Justement, en 1977, vous entrez à l'école publique de Saint-Cloud. Et là, vous découvrez une hostilité de tous les instants. Qui durera jusqu'à la fac de droit, où un prof vous fait étudier un arrêt de 1973 condamnant votre père pour apologie de crimes de guerre. Un grand nombre de professeurs se sont bien tenus, mais il y en a un certain nombre qui étaient des militants avant d'être des professeurs, qui avaient complètement oublié ce qu'est l'éducation nationale et qui se vengeaient sur la petite fille, la jeune fille que j'étais, de l'hostilité qu'ils avaient à l'égard de mon père. C'est la raison pour laquelle j'ai presque envie de dire que si quelqu'un peut parler d'exclusion, moi je peux en parler.
Moi, je peux dire ce que c'est que d'être exclu à raison de quelque chose qui est profondément injuste et qui est en l'occurrence la carrière politique de votre père. Oui, mais si votre père avait été condamné pour apologie de crimes de guerre, c'était à cause d'un disque à la SERP, qui est une société qu'il dirigeait. Il avait édité des chants nazis quand même. Oui, effectivement, il avait aussi édité des chants de l'armée israélienne, il avait aussi édité des discours de Blum, des discours de Jaurès, de Mitterrand. Bon, il a été condamné, ça peut être aussi un acte politique, on peut quand même l'envisager, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, et alors ? Et en quoi moi j'étais responsable de cela? C'est ça la question à se poser. C'est est-ce que les enfants ont à être poursuivis par l'hostilité de ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs parents? Moi je trouve que c'est inadmissible et c'est vrai que je suis assez sensibilisée à ceux qui se trouvent confrontés à ce type de situation. Alors quand vous racontez tout ça à votre père, vous dites qu'il relativise. Oui, c'est-à-dire qu'il nous a élevés dans un principe qui, somme toute, quand on arrive à l'âge adulte, est bénéfique, c'est de dire il y a toujours plus malheureux que toi. Ne te plains pas trop parce que tu pourrais être nu dans la neige en temps de guerre. Cette phrase, je l'ai entendue tant de fois. C'est vrai que lorsqu'on envisage le malheur de certains de nos compatriotes, et puis à la limite de beaucoup de peuples aussi dans le monde, effectivement, on se dit que sa propre situation n'est pas si dramatique que ça. C'est une bonne leçon de vie, je trouve. Ouais. Alors, comme votre père s'intéresse pas à ce que vous faites, vous décidez de vous intéresser à ce qu'il fait et vous commencez à l'accompagner sur le terrain au moment des municipales de 83 dans le 20e arrondissement. Et là, vous commencez à avoir une vraie relation avec lui. Le choix a été le suivant. Si je veux le connaître et si je veux qu'il me connaisse, il va falloir que ce soit moi qui le suive et que ce soit moi qui le rejoigne sur le terrain politique. C'est la démarche qui a été la mienne, effectivement, lors de ces municipales de 83. 83, c'est également l'année de Dreux. Oui. Jean-Pierre Stirbois fait 17% et Le Pen devient une figure incontournable de la vie politique française. Quand il fait l'heure de vérité, il y a 15 millions de téléspectateurs, c'est une véritable explosion médiatique. Et là, il vous exfiltre avec vos deux sœurs, il vous envoie dans le Midi. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dans la famille Le Pen, la question n'est pas de savoir s'il y a des menaces de mort, la question c'est quand il y en a plus ou quand il y en a moins. Et c'est vrai que cette fois-ci, il y en avait beaucoup. Tous les meetings étaient attaqués, nous étions confrontés à des violences physiques quasiment quotidiennes. Et ma mère a pris peur et donc elle nous a envoyés avec ma soeur chez un ami dans le sud, en disant d'ailleurs à cet ami, surtout fais en sorte qu'on ne sache pas que ce sont les filles Le Pen. Vous alliez à l'école sous un faux nom? Non, mais elle nous a retirés de l'école, purement et simplement, pendant près d'un mois et demi, pour nous cacher, parce qu'elle était un peu terrorisée par cette ambiance de violence dans laquelle qu'on subissait. Mais quand vous voyez toute cette haine contre votre père, vous ne posez pas des questions? Vous ne dites pas il y a peut-être une raison? Vous pensez que c'est lui qui a raison contre le reste du monde? Non, je me pose des questions, mais je veux dire, je suis à un âge où je peux comprendre que, parce qu'il est un adversaire politique, un certain nombre de personnes ont tout intérêt, je veux dire, à aller développer à son encontre des diffamations multiples et variées. Diffamations dont je rappelle quand même qu'elles ont toutes été condamnées par la justice. Et c'est vrai que le bilan que je fais, c'est qu'il y a une différence énorme, je veux dire un fossé entre l'homme que je connais moi au quotidien et l'homme qu'on décrit dans les médias. Je veux dire, cette espèce de monstre fantasmagorique dont les petits-enfants devraient avoir peur, j'avoue que c'était tout à fait incompréhensible. J'ai compris après qu'il était un danger, effectivement, pour un certain nombre de responsables politiques. Et encore aujourd'hui. Alors en 1984, c'est le drame familial. Vos parents, dont vous dites plus tôt dans le livre que c'est un couple avant d'être des parents, se séparent. Pierrette Le Pen, votre mère, donc quitte Jean-Marie Le Pen. Elle part avec un journaliste qui est en train d'écrire la biographie de Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est probablement un des événements les plus douloureux de ma vie. C'est vrai que cet homme était venu faire une autobiographie sur Jean-Marie Le Pen et il a séduit ma mère. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Je pense que ça arrive dans d'autres familles. L'aspect terrible, je veux dire, dans cette affaire-là, au-delà de la douleur personnelle qu'on peut ressentir quand on a un enfant face à cela, c'est qu'il y a eu une donnée affreuse, c'est la médiatisation. Ouais. C'est-à-dire que l'ensemble de cette histoire s'est retrouvé dans les journaux. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas la vie privée des hommes politiques? À l'époque, on ne s'est pas posé la question parce que c'était Le Pen. Alors tout était permis. Alors, au début, vous pensez que votre mère va revenir? Du jour au lendemain, ma soeur est venue me chercher à l'école en me disant « Maman est partie ». Je dis « Mais elle est partie, elle va revenir ». Non, elle est partie définitivement.
Et je ne l'ai revu que 15 ans plus tard. Et quand vous l'avez revu? C'était comme si on ne s'était pas quitté. C'est l'amour filial, c'est ça d'extraordinaire. Mais bon, il faut savoir pardonner. Je crois que c'est parfois pas simple, mais c'est nécessaire pour avancer. Et votre mère est toujours avec le monsieur avec qui elle était partie? Non. Je m'en réjouis, Ouais. je ne vous cache pas. Alors, ce qui a été terrible dans cette affaire, effectivement, c'est qu'en 1987, votre mère pose habillée en soubrette dans Playboy. Le motif, c'est qu'interrogée sur la pension alimentaire qu'elle veut, Jean-Marie Le Pen dit, si elle n'a pas d'argent, elle peut toujours faire des ménages. Donc elle le prend au mot et elle Oui, se fait bon. photographier en femme de ménage. Oui, mais si vous voulez, c'est ça. C'est dans un couple, on peut parfois se dire des choses extrêmement désagréables, surtout quand on est en instance de divorce. Mais là, je veux dire, les choses désagréables se disaient par médias interposés. Et elle en est arrivée à cette extrémité. Je crois qu'elle le regrette parce que sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte de la blessure qu'elle nous infligeait. Je veux dire, pour une jeune fille de 16 ans, avec toute la pudeur qu'on peut avoir à cet âge-là, cet acte a été éminemment destructeur. Alors, pendant 2 semaines, vous n'allez pas en cours et vous dites qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'elle disparaisse pour de bon à ce moment-là. Oui, enfin d'abord, moi j'ai pensé, moi, à aller disparaître. Je me suis dit, je vais partir au pôle Nord parce que j'ai tellement honte que c'est vrai que le côté rire graveleux, on ouvre le Playboy, on était dans la rue et les gens qui disaient, ah ah ah, c'est super rigolo ce qu'elle a fait. Ah, elle a bien fait. Hein. Bon, c'est terrible parce que c'est vraiment quelque chose qui est une peine qui est insurmontable. Alors en plus de la peine, je veux dire, il y a la honte publique, quoi, hein, de voir sa mère, bon, qui est quelque chose de très intime. Je me suis dit, je vais partir au pôle Nord, je sais pas. Bon, donc je suis pas allée en cours pendant 2 semaines. Ouais. J'ai essayé de me faire oublier. Ça n'a pas changé grand-chose, très objectivement. Et c'est vrai, je l'ai dit. Bon, c'est terrible à dire. Je veux dire, de dire, j'aurais préféré qu'elle disparaisse. Mais régulièrement, tous les mois, toutes les années, il y avait quelque chose. Elle remettait un petit peu la sauce. Donc il y avait une souffrance qui était permanente, réitérée, et à un moment je me suis dit mais c'est tellement une souffrance que j'aurais préféré avoir une vraie souffrance. Voilà, elle disparaît, je suis malheureuse, mais il n'y a pas cette souffrance continue, quoi. C'est vrai qu'elle a beaucoup fait sur les plateaux de télévision à cette époque-là. Bah, elle a beaucoup été sollicitée, elle était une femme qui avait des choses à reprocher à son mari, il y en a d'autres, et je pense que les médias en ont profité un petit peu pour lui tendre le micro et pour qu'elle puisse exprimer son hostilité, quoi. Est-ce qu'elle revoit votre père? Oui. Oui, je crois pouvoir dire que lui aussi lui a pardonné. Ça démontre, je crois, la grandeur d'âme. Parce que après tout ce qu'elle lui a fait, j'avoue que bon, il faut quand même avoir beaucoup de cœur. Mais voilà, c'est la mère de ses filles, c'est la grand-mère de ses petits-enfants. Et je pense que dans toutes les familles, ça peut se passer comme ça. Ça la fout mal quand même, quoi. Ouais, ça la fout un peu mal. Je veux dire, venant d'un parti comme le vôtre... Oui, mais ça la fout mal et en même temps, je veux dire, on est comme les autres. Ça la fout mal parce qu'on a donné du Front National une image qui était une image entre le monstre, encore une fois, qui fait peur aux petits-enfants, et une espèce de famille extrêmement rigide dans laquelle le père imposerait à ses filles de ceci, de cela. Bon, or, c'était pas du tout ça. Je veux dire, je raconte dans le livre qu'on était une famille extrêmement bohème, dans laquelle les copains arrivaient, ils partaient jusqu'à 4 h du matin pour refaire le monde, ne savaient jamais combien on serait à dîner, ma mère faisait des pâtes pour la terre entière. Bon, ils partaient en bateau pendant des mois, ils ont traversé le Pacifique, l'Atlantique. Donc, c'était pas du tout l'image de la famille qu'on voulait donner, quoi. Et puis, vous racontez l'affaire du détail. Le 13 septembre 1989, devant le grand jury RTL Le Monde, dirigé par Olivier Mazerolle, votre père dit que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, vous dites qu'il relativise, c'est son habitude de relativiser. Enfin, on pourrait dire déjà qu'il banalise, et puis on pourrait dire aussi que qu'est-ce qui est vraiment important pendant la Deuxième Guerre mondiale si ce n'est pas les chambres à gaz? Bah, si vous voulez, ce qui est important pour lui, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la mort de son père, déjà. Oui, mais chacun voit, encore une fois, les choses à l'aune de sa propre sensibilité. Je ne crois pas qu'il a banalisé. C'est ça que je cherche à expliquer dans le livre. Attention, moi je ne cherche pas à expliquer, je veux dire, à prendre la défense. Je ne suis pas l'avocat de mon père. Je donne l'éclairage parce que je le connais, en fonction de son caractère. Et je dis, c'est un homme qui relativise en permanence, ouais. C'est vrai. Or, aujourd'hui, on est dans une société où relativiser, c'est banaliser, justement. On dit relativiser, c'est nier. Lui, il a 78 ans, il a vécu cette guerre, il y a perdu la figure majeure de son existence de petit garçon qui était son père, qui a sauté sur une mine allemande. Et donc,
il a cette tendance à relativiser les choses. Et j'explique d'ailleurs que cette tendance-là, moi, elle m'a fait souffrir. Je veux dire, je raconte que lorsqu'il dit, on l'interroge sur la succession, Bruno Gollnisch, votre fille, etc., il dit, mais vous savez, ma succession n'est pas ouverte. Et d'ailleurs, on peut mourir avant son père ou avant son président. Et je dis, déjà, exprimer, je veux dire, la possibilité de la mort de son dauphin, c'est un peu raide. Exprimer celle de sa fille, c'est très dur. Mais je sais que c'est ce trait de caractère qui fait qu'il dit, bon ben voilà, on est peu de choses, somme toute, entre les mains du destin, quoi. Quand il dit les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça dénote quand même, ça traduit une certaine conception du monde. Non, je crois qu'encore une fois, il a un certain nombre de hiérarchies, ce qu'il a dit. Il a dit que, c'est vrai qu'il l'a dit, il a dit que bon, la manière dont les gens étaient morts, le fait qu'ils soient morts est un événement majeur, la manière dont les gens étaient morts était une partie d'un tout. Voilà ce qu'il a dit. Alors, c'est vrai que c'était maladroit, c'est vrai qu'il a blessé, il l'a dit d'ailleurs le lendemain, il a fait une conférence de presse. Ce que je trouve étonnant, c'est que cette phrase, je veux dire qu'on ressort depuis 15 ans, comme si on pouvait résumer la carrière politique de Jean-Marie Le Pen et sa vie politique à cette unique phrase, la conférence de presse de 2 heures qu'il a fait 2 jours plus tard, personne n'en a parlé. Et pourtant, il a dit, bah, écoutez, voilà, moi... Non, mais vous savez bien qu'il y a des sérieux doutes, je veux dire, au départ... On disait tout à l'heure, il édite des chants nazis, non, parce que, son grand pote, fois... c'est Léon Gauthier qui était dans la Waffen-SS. Enfin, il y a quand même une ambiance autour de Le Pen. Donc quand il dit ça, on se dit, bah, ce type est un nazi. Non, mais très probablement, et ce ne sera pas la dernière fois. C'est vrai que je pense que ces propos, je le dis d'ailleurs, on nourrit la suspicion à l'égard du Front National. Mais il n'empêche que l'accusation de fond est une accusation profondément injuste. Est-ce que pour vous, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour vous, Marine Le Pen? Non, mais moi je suis une femme de mon époque. Je veux dire, j'ai cette... je veux dire, je suis dans l'immédiateté aussi. Je suis dans le sentiment. J'ai peut-être pas ce recul qu'il a, mais je le comprends. Je veux dire, encore une fois, le sens de mon livre, c'était de donner l'éclairage qui est le mien sur un certain nombre d'événements. Je ne suis pas là pour venir prendre sa défense, il est assez grand pour le faire, et j'ai dit à de multiples reprises que ce qui m'importait, moi, c'était l'avenir. Je veux dire, ce qui m'importe, c'est ce qui va se passer demain. Or, on me ramène en permanence à ce qui a été dit il y a 15 ans. C'est vrai qu'il a blessé des gens, il ne voulait pas le faire. Il l'a blessé des gens. Mais un certain nombre d'autres ont utilisé politiquement cette phrase, utilisation politique, qu'ils ont effectuée à l'égard de Le Pen, mais qu'ils n'ont pas effectuée à l'égard de Chirac, qu'ils n'ont pas effectuée à l'égard de Barre lorsqu'il a eu des propos pour le moins malheureux, hein, il y a quelques années, ni à l'égard de Giscard d'Estaing, ni à l'égard des autres. Je veux dire, parce qu'ils n'ont jamais dit des trucs pareils. Permettez-moi de vous dire qu'au moment de l'attentat de la rue Copernic, ce qu'a dit M. Barre était quand même assez terrifiant. Bon, il l'a pas voulu, sûrement il n'a pas voulu blesser non plus. Je veux dire, mais comme par hasard, lui, on lui en a plus jamais reparlé. On a oublié quand même. Ce que j'explique un peu dans ce livre, c'est que à chaque fois, on a un traitement particulier. Je veux dire, parce que c'est Le Pen, on ne le traite pas de la même manière que les autres. Parce que c'est Le Pen, on accepte d'étaler sa vie privée sans se poser une question d'éthique ou de quoi que ce soit. Parce que c'est Le Pen, on lui rabâche en permanence un propos qu'il a tenu il y a maintenant 20 ans. Je dis 15 ans, mais ça fait 20 ans. Voilà, on a toujours un traitement particulier. Ah oui, parce qu'il récidive, il dit l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. Mais c'est pareil. Ah non, mais attendez, je suis désolé, c'est quand même des choses inadmissibles. Et ça fait du tort aux idées que vous défendez. Mais alors, pourquoi le fait-il? On finit par croire qu'il le fait exprès pour pas être président de la République, ou alors il le fait parce qu'il est un provocateur né, qu'il n'arrive pas à fermer sa gueule. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Essayez d'entendre l'explication que je donne. Je vous écoute. Parce que, non, mais essayez d'entendre l'explication que je donne dans le livre. Parce que, très objectivement, elle est la vérité. C'est un trait de caractère qui fait qu'encore une fois, il prend du recul sur les choses. Et quand il a dit « l'occupation allemande n'a pas été si inhumaine », je pense qu'il faisait référence à ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça peut étonner et ça peut choquer, ça peut blesser. Moi, je comprends ça. Je veux dire, mais je suis absolument persuadée que ce n'est pas son but. Je pense que nous sommes dans une société qui n'est pas une société où on prend du recul sur les choses. Mais c'est comme ça. On n'est pas dans une société où on peut dire que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, Marine. Non mais il y a eu plein de soldats qui sont morts. Mais c'est vrai qu'il y a eu des soldats qui sont morts. Mais les soldats, ils sont là pour se battre et s'ils meurent, je dirais que c'est leur job. Alors que les mômes qu'on va ramasser dans des villages et qu'on brûle dans les chambres à gaz, c'est pas possible. Mais je le dis, moi. Je le dis, ça.
encore une fois, je l'ai dit, je l'ai écrit, je peux pas faire plus. Mais c'est un enfant de la guerre, voilà. Je crois que les enfants de la guerre ne réagissent peut-être pas de la même manière que nous qui sommes des enfants de la paix. Voilà, et que quand on est un enfant de la paix, bien on voit les choses. Mais lui, il y était dedans. Je veux dire, il a perdu encore une fois son père dans des circonstances qui étaient dramatiques. Il a été orphelin à 14 ans. Voilà, il a peut-être une autre manière de voir ce conflit que nous pouvons l'avoir, vous et moi, et d'autres. Alors évidemment, quand arrive la profanation du cimetière juif de Carpentras, tout le monde accuse Le Pen. Bah oui, après des propos pareils, c'est normal. Non, c'est pas normal. Bah si. Non, c'est pas normal. Ceci étant, vous expliquez très bien que la profanation avait eu lieu avant l'heure de vérité et pas dans la foulée de l'heure de vérité. Vous expliquez très bien que la piste de l'extrême droite ou de la droite nationale, comme vous dites, n'a rien donné. Mais enfin, il ne faut pas s'étonner qu'il soit accusé en tenant des propos pareils. Non mais on ne peut pas dire ça, parce que si vous dites une chose pareille, ça veut dire qu'on justifie quasiment la mise à mort politique et quasiment physique, hein, parce que je peux vous dire que ce qu'on a vécu après Carpentras, personne dans le monde politique français ne l'a vécu. Hein. Les menaces de mort quotidiennes, on était protégés par la police, on a vécu, je veux dire, nos militants se sont fait cracher dessus, nos électeurs se faisaient insulter, ils se sont fait agresser physiquement. C'est inadmissible d'accuser des gens sans avoir le moindre début de preuve. Je suis désolée, je veux dire, c'est pas admissible dans une démocratie, c'est pas admissible en matière de justice, c'est pas admissible. Moi, je n'admets pas, je n'explique pas, je ne peux pas justifier les gens qui sont allés montrer du doigt, surtout qu'ils étaient des responsables politiques, montrer du doigt Jean-Marie Le Pen en disant il était à l'heure de vérité, il est allé dans le cimetière de Carpentras, alors qu'en plus c'était faux. Et je vous rappelle cette manifestation énorme avec l'effigie de Le Pen empalée en tête de manifestation. Je vous répète que s'il n'avait pas tenu des propos comme ceux qu'on vient d'évoquer, on ne l'aurait pas accusé d'être responsable de ça. Écoutez, monsieur Ardisson, vous avez dit dans un de vos livres et dans un certain nombre d'interviews que vous aviez pris un jour de la drogue. Si demain un enfant meurt d'une overdose, est-ce que si on vient vous dire c'est vous qui êtes responsable de la mort de cet enfant, vous n'allez pas trouver ça immonde? Je veux dire, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se permettre des raccourcis comme ça. Voilà. Surtout qu'encore une fois, nous étions innocents tout de même, il faut le rappeler. Nous avons vécu tout ça. Je viens de le faire. Nous avons été vilipendés, nous avons subi l'opprobre, nous avons été traités d'assassins, de tout ce que vous voulez, de quelque chose qui est presque pire qu'un assassinat. Je veux dire, qui est la profanation d'un corps. Je veux dire, c'est horrible, quoi. Et voilà, pour rien. Vous connaissez la phrase de la Bible, qui sème le vent récolte la tempête, Marine. Oui, non mais ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile parce que, encore une fois, cette opération de Carpentras était une opération manipulée politiquement. Elle a servi un certain nombre de personnes, hein, dont d'ailleurs François Mitterrand. Et donc c'est délibérément qu'on a accusé non seulement un homme, mais l'ensemble de ses électeurs et l'ensemble de ses militants, au risque de voir des incidents physiques les toucher, pour des considérations bassement politiciennes. Moi, je suis désolé, mais mon sens de l'honneur et de la justice est révolté par ça. Alors, en 1991, vous devenez avocate et vous défendez souvent des immigrés en situation irrégulière. Oui, parce que je suis à la 23e chambre correctionnelle. Je me suis inscrite pour être avocat aux comparutions immédiates. Et ça m'arrive, effectivement, très souvent de défendre des immigrants en situation irrégulière, qui ont l'air d'être contents, d'ailleurs. Ouais, vous en avez sauvé beaucoup ? Oui, j'en ai sauvé pas mal, mais je veux dire, je me suis jamais sentie en contradiction avec mon engagement politique, parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés ne sont pas responsables de la situation. Ce sont les responsables politiques qui sont responsables de cette immigration anarchique et massive. À partir du moment où ils sont là, ils sont des hommes et ils ont le droit d'être défendus. C'est pas contre eux. Je veux dire qu'il faut évidemment agir. Alors, ce livre est intéressant parce que vous essayez de réfuter tous les préjugés qui sont colportés depuis toujours, effectivement, sur votre père. Vous dites qu'il n'est pas raciste, il n'est pas antisémite, il n'est pas fasciste. Vous n'avez pas peur qu'en disant ça, vous lui fassiez perdre des voix? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que nous sommes victimes de la caricature. Je ne pense pas du tout que cette caricature nous bénéficie. Je pense qu'il n'y a pas dans le peuple français des gens qui s'intéresseraient à un parti politique parce qu'on dit de lui qu'il est raciste, antisémite et fasciste. Mais quand votre père dit Marine est bien gentille, mais sa stratégie de dédiabolisation nous a rien apporté, oui. Un front gentil, ça n'intéresse personne. Oui, il a changé. Non, mais... Il a peut-être changé d'avis depuis. Ouais. Oui, enfin bon, je veux dire, le contexte dans lequel il a dit ça était un contexte où bon, on avait eu quelques
Quelques frictions, je crois que c'est plutôt ça. C'est une réflexion plus affective en l'occurrence. Non, mais un front gentil, ça n'intéresse personne. Donc ça expliquerait peut-être ces provocations dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il le ferait exprès pour être méchant. Non, je ne crois pas. C'est qu'un certain nombre de personnes ont pensé au Front National que moi, la dédiabolisation que j'appelais de mes voeux était en fait le fait d'abandonner nos idées, etc. Ça n'est pas du tout le cas. Moi, je trouve que mon rôle est de lutter contre cette diabolisation parce que j'en ai été la victime. Donc parce que je l'ai subi, je veux dire, dans ma vie de tous les jours et que j'en ai souffert, je n'ai pas envie que d'autres en souffrent comme moi. Et je voudrais que les électeurs du Front soient envisagés comme n'importe quel électeur de n'importe quel parti politique. C'est ça la dédiabolisation. Alors par exemple, quand on vous parle de la loi Veil sur l'avortement, vous n'êtes pas contre je ne suis pas pour qu'on revienne sur la loi Veil. Ouais. Je l'ai dit très clairement, très sincèrement. Donc là, vous êtes en contradiction avec lui ou... Non, mais je suis en contradiction avec un certain nombre de personnes au Front National qui pensent qu'il faut revenir sur cette loi. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que les mesures coercitives ne servent à rien dans ce domaine et qu'on ferait mieux de s'intéresser à des mesures incitatives. Et j'ai rappelé que je crois très sincèrement que le mythe de l'avortement de la jeune fille de 17 ans qui a eu son premier rapport sexuel et qui a oublié sa pilule, je pense que c'est un mythe. Je pense que beaucoup de femmes renoncent à leur 3e ou à leur 4e enfant parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques de le faire. Et je pense que le rôle d'un politique, c'est de leur permettre de le faire. Vous êtes pour un salaire parental? Oui. Je suis pour laisser le choix aux femmes. Voilà. Celles qui ont envie de travailler, évidemment travaillent, j'en suis la meilleure preuve. Et celles qui n'ont pas envie de travailler, qui ont envie de se consacrer à leurs enfants, devraient pouvoir le faire. Or aujourd'hui, avec un salaire, on s'aperçoit qu'en France, dans beaucoup d'endroits, on ne peut pas vivre. Et que les femmes sont obligées de travailler pour élever leur famille, pour contribuer à l'entretien de la famille. À mon avis, le rôle d'un politique, c'est de leur donner le coup de main de pouvoir choisir, la liberté. Donc ce que vous nous dites là, c'est que votre père n'est pas contre la loi Veil. En revanche, évidemment, un certain nombre de gens dans le parti qui sont plutôt d'ultra-catholiques, disons Jean-Bernard Antony, sont contre, bien évidemment. Oui, mais je veux dire, je porte pas de jugement, moi. Moi, je peux comprendre qu'on puisse avoir des convictions religieuses si fortes que ce soit un acte. Mais moi, je suis une femme politique. Et je pense qu'il faut que la politique prime sur les considérations religieuses. Oui, oui, d'ailleurs, quand les églises s'occupent des immigrés, ça vous énerve? C'est-à-dire que je préférerais qu'elles s'occupent de leurs affaires. Parce que je trouve que, je veux dire, quand il y a un problème de fréquentation des églises comme il y a en France, les évêques feraient mieux de s'occuper, de faire venir leurs fidèles, plutôt que de faire de la politique. Alors sur Clearstream, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde que votre père. Lui, il dit c'est une grosse bulle d'air. Il relativise encore. Voilà. Il relativise encore. Il relativise encore. Il a 50 ans de vie politique derrière lui. Non, mais attendez, on n'a rien vu de pire depuis les années 30, quand même. Oh, écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, l'affaire Urbain Graco, l'affaire du sang contaminé, l'affaire de la MNEF, on se fait de l'argent sur le dos des étudiants malades. Toutes ces affaires-là sont éminemment scandaleuses. Bon, et elles ont étayé, comme ça, la vie de la Ve République. Il a vu tous ces scandales. Et... Bon voilà, il a une opinion moins dure que la mienne, effectivement, parce que moi je pense que l'utilisation des moyens de l'État pour venir régler ses petits comptes personnels dans des querelles politiciennes est absolument lamentable. Alors quand Nicolas Sarkozy dit la France aimez-la ou quittez-la, vous n'avez pas peur qu'il vous pique des voix? Non, pas du tout. Non, je pense que ça veut dire que nous avions raison de tenir ce discours-là, parce qu'il est quand même ambigu ce garçon. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'il participe avec le RPR et l'UMP à dire le Front National c'est affreux, il faut les mettre en dehors du cercle républicain, ils sont terribles avec leurs idées extrêmes, etc. Et aujourd'hui, il vient dire la même chose que nous. C'est donc bien que nous avions raison et qu'il avait tort de participer à notre lynchage politique. Donc je pense qu'il contribue à crédibiliser le fait que nous ayons porté, je veux dire, au centre du débat politique le problème de l'immigration. Ce problème a été tabou pendant 20 ans. Nous, on a voulu lever le tabou. On l'a payé assez cher, je veux dire, en termes d'image. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, c'est un problème et qu'il va falloir apporter des solutions. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Oui, mais c'est plus facile de voter pour Nicolas Sarkozy que pour le Front National. Donc oui, ça va vous piquer des voix quand même, non? Écoutez, en l'occurrence, si les gens... sur le thème de l'immigration,
vote pour Nicolas Sarkozy en pensant qu'il vote pour Le Pen, il faut une lourde erreur. Parce qu'il a une position totalement divergente de la nôtre sur l'immigration. Je veux dire, il est pour une immigration choisie qui est en fait un espèce de commerce de l'humain, quoi. On va dans cette espèce de grand marché de l'humain mondial, l'UMP décide que lui aussi il a le droit, ou elle aussi elle a le droit d'aller faire ses courses. Alors on choisit, bon moi je voudrais tant d'informaticiens indiens, tant de... Voilà, moi c'est pas la conception que j'ai de... Donc, vous voulez pas les informaticiens indiens, vous voulez pas non plus les manœuvres maliens, vous voulez pas d'immigration, vous, carrément du tout. Non, je pense qu'aujourd'hui on a trop d'immigration, on n'arrive pas à la gérer, et que cette immigration pèse... dans le domaine économique et social, je veux dire, pèse sur la communauté nationale, au moment où la communauté nationale, déjà, je veux dire, économiquement, est quasiment exsangue. Mais la discrimination positive, je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le thème du Front National. Il est pour le financement public des mosquées, il a fait voter la suppression de la double peine, il est pour une immigration choisie, donc une immigration supplémentaire. Voilà, quoi, hein, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Sauf sur... Si vous n'aimez pas la France, quittez-la. Oui, enfin, je veux dire, ils pensent... Ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'on se met un bibi sur la tête qu'on se transforme en reine d'Angleterre. Ils pensent que sous prétexte qu'il va récupérer un slogan, les électeurs du Front National vont se précipiter à sa porte. Je trouve que c'est avoir un grand mépris, je veux dire, pour l'intelligence de nos compatriotes. Ouais. Et Philippe de Villiers qui parle de l'islamisation de la France, ça peut vous piquer des voix, ça aussi, quand même. Non, mais je crois qu'il se trompe de débat, Philippe de Villiers. Il se trompe, et il se trompe... je trouve de manière dangereuse, parce qu'il finit par venir parler, je veux dire, de l'incompatibilité des musulmans avec la République française. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont musulmans, et j'avoue que les mettre, je veux dire, en dehors du cercle de la nation sous prétexte de leur religion me paraît être une erreur. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de valeurs de la République française qui peuvent entrer en confrontation avec l'exercice, avec un exercice de la religion musulmane. Je pense par exemple à l'égalité des femmes. Bon, c'est vrai que ça pose un certain nombre de difficultés. Mais moi je dis c'est aux musulmans de prouver que l'islam est soluble dans la République. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre pleinement leur religion tout en respectant nos valeurs républicaines fondées sur l'unité nationale, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le refus de la polygamie, sur toute une série de principes auxquels nous tenons. Donc vous croyez à l'assimilation ? Je pense que l'assimilation est la seule méthode. Or, à l'assimilation, on a voulu remplacer l'assimilation par l'intégration. C'est-à-dire qu'on a dit aux immigrés, vous inquiétez pas, vous gardez tout ce que vous êtes, votre culture, votre langue, vos traditions, surtout n'essayez pas de vous fondre dans la communauté nationale. Or, on voit à quoi ça mène. Alors que les vagues d'immigration précédentes se sont assimilées. Et je dis c'est vrai que l'assimilation est une violence, parce qu'évidemment, il faut abandonner une partie de soi pour se fondre, justement, dans une communauté qui au départ n'est pas la vôtre. Il faut abandonner une partie de sa culture, il faut abandonner parfois sa langue. C'est difficile, mais c'est parce que c'est difficile que ce sacrifice, je veux dire, démontre la volonté d'intégrer une communauté de destin. Alors Jean-Marie Le Pen a 78 ans, il aura 84 ans à la fin d'un éventuel mandat. Pourquoi vous ne vous présentez pas vous? Parce qu'il est meilleur que moi. Je pense que c'est un meilleur candidat. Moi, je trouve que vous êtes plus dangereuse que lui pour vos concurrents. Vous croyez encore parce que, non, parce que lui, il a un côté scrogneux un peu... Alors que vous êtes blonde et charmante et vous pourriez... Non, mais vous seriez plus dangereuse. Pourquoi vous ne seriez pas la Ségolène Royal de la droite nationale? Oui, écoutez, on va attendre de voir ce que devient Ségolène Royal avant, si vous voulez bien, avant de me donner le même destin, parce que je ne suis pas sûre qu'elle termine la course. Tout le monde pense que c'est le meilleur candidat du Front National. Les sondages le disent, les Français le disent, les électeurs du Front National le disent. Je veux dire, bon, et moi je le pense en plus. Vous savez, on parle souvent de l'âge de Le Pen. Je vous rappelle que Mandela, il est devenu président de la République à 80 ans, et personne dans les médias n'a dit « Oh mon Dieu, il est trop vieux, il ne devrait pas ». Il n'avait peut-être pas de fille. Oh, il en avait sûrement. Je ne sais pas. Peut-être pas de fille dans la politique. Voilà, mais voilà, nous verrons plus tard. Mais pour l'instant, en 2007, je pense qu'il a toutes les chances d'être président de la République. Ne me regardez pas comme ça. Vous n'auriez pas préféré être la fille de Jacques Chirac, finalement? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non. Vous savez, encore une fois, je pense que on n'arrivera jamais, je veux dire, totalement à lutter contre la caricature qui a été faite de Le Pen. Mais ceux qui le connaissent savent les valeurs humaines qui sont les siennes.
je ne suis pas sûre que Jacques Chirac les partage. Vous connaissez cette chanson? Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. C'est faux. C'est faux, on pourrait parfaitement être amis. Je suis pas sûr qu'elle ait envie, James. Mais pourquoi? Parce qu'elle est dans le prêt-à-penser. Je veux dire, bon sang, mais moi j'ai envie de dire à la jeunesse, mais allez voir de vous-même. Faites-vous une opinion vous-même. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Vous êtes censé être jeune, vous êtes censé aller de l'avant. Arrêtez de tomber dans le prêt-à-penser. Elle tombe dans le prêt-à-penser. La preuve, c'est que ce qu'elle dit est faux. Quand elle dit on ne pouvait pas être copine parce que je suis pas née ici. Et alors? Moi, j'ai des tas d'amis qui sont pas nés ici. En quoi ça pose des problèmes? Je veux Vous dire. avez écrit quoi à Diams? Je lui ai écrit, Diams, d'abord, je trouve que votre texte est limite. Limite parce que le côté t'es trop blanche, viens chez moi. Je lui dis, bah, écoutez, moi, la marraine de ma fille, elle est martiniquaise. Elle trouve que vous êtes beaucoup plus clair qu'elle. Bon. Donc je trouve que moi, ces considérations, je trouve ça un peu limite. Mais je lui dis surtout, si vous voulez qu'on parle de l'exclusion, si vous voulez qu'on ait un débat sur l'immigration, un vrai débat, pas la caricature, pas oui, le Front National, il veut se débarrasser des immigrés, ça c'est la caricature. Un vrai débat de fond, moi je suis à votre disposition. Voilà, rencontrons-nous, on en discute, quelle que soit d'ailleurs la situation, sur un plateau, pas sur un plateau, mais même dans un café, je veux dire. Elle m'a pas répondu. C'est dommage. Peut-être qu'elle viendra la prochaine fois. J'espère. Marine Le Pen à contre-flot. C'est publié chez Grancher, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci.